Donc vous avez vu ce film qui a déjà 15 ans maintenant, donc un certain temps. Je préfère que vous commenciez à me poser des questions pour continuer sur le film, évidemment, pas pour parler de cette analyse de film et d'image par image. C'est un film, bon, comme on a essayé de vous le montrer, comme vous avez sûrement vous constaté, est un film d'une richesse fabuleuse. Donc il est encore très possible de dire beaucoup de choses sur ce film, bien malgré tout ce que j'ai été dit là. C'est sans fin. Alors je vous écoute. Oui, il y a une personne là-bas. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous pourriez nous dire les raisons profondes qui ont fait que Jean Renoir voulait en même temps être devant et derrière la caméra pour ce film. Bon, bon d'abord, faisons ça de façon générale. Tout metteur en scène, en tout cas au cinéma, au théâtre c'est aussi assez vrai, mais enfin encore plus au cinéma, a une tentation d'être sur l'écran une fois de temps en temps. On connaît les apparitions d'Hitchcock, etc. Et Renoir n'a pas échappé à la règle, il a donc eu envie de plusieurs fois de jouer des rôles. Il tourne dans La partie de campagne, il tourne dans La bête humaine, et il tourne ici. Et ici, évidemment, il se donne le rôle comme je dis, de l'intrus, du parasite, celui qui peut être admis dans cette société parce qu'il est un peu l'original, un peu la franchie de cette société, un peu la caution de cette société, aussi au point de vue artistique, etc. Mais qui est celui qui va finalement en permanence provoquer la catastrophe. Donc c'est vrai que ce que j'essaie de dire là, qu'il se donne le rôle du metteur en scène dans le film, c'est-à-dire qu'il joue ce qui est un personnage qui finalement met tout en scène, du scénario à l'intrigue, enfin à l'intrigue finale, mais à qui la mise en scène échappe. Ce qui est évidemment très intéressant. Alors pourquoi? Parce que il sentait trop son film pour l'imaginer avec un autre comédien qui aurait enlevé au rôle cette espèce de considération du metteur en scène sur le film en train de se faire. C'était un problème pour Renoir parce que, comme vous le savez peut-être, le film a eu qui était très attendu à l'époque. C'était un film qui avait été produit par la Gaumont, très annoncé, donc le film est projeté en juillet 1939, vous voyez à peu près la date, et ça a été une réaction d'une extrême violence contre le film. Des spectateurs qui se levaient, qui hurlaient, on a même voulu brûler, on a commencé à brûler des fauteuils. Le film, finalement, avait violemment tapé juste. Parce que les gens qui voyaient ce film au tout début, évidemment, c'était l'époque, vous aviez plusieurs passages d'un film, vous aviez les premières exclusivités, les secondes exclusivités, ensuite les films dans les quartiers, ça durait pendant 2-3 ans. Bref, là, vous aviez évidemment la clientèle riche qui se reconnaissait dans ce film et qui n'acceptait pas de se reconnaître. Donc le film a a provoqué une réaction d'une extrême violence, une réaction de rejet, qui est d'autant plus intéressante que ces spectateurs se masquaient derrière l'idée que le film était incompréhensible, ce qui est vrai aussi, comme je le disais un tout petit peu dans le film, que la façon que le traitement de Renoir sur l'intrigue, sur le récit, était d'une telle modernité à l'époque que la plupart des spectateurs n'avaient pas le temps de voir, de saisir, de comprendre ce qui se passait. D'où l'impression de confusion. Et se sont protégés contre ça, derrière ça, pour au fond ne pas vouloir voir ce qu'ils voyaient très bien. Je pense depuis longtemps que le public a une forme d'intelligence précise, et quand il ne veut pas voir ce qu'il a compris, il le fait entendre. Et ici, c'était le cas.
Alors, Renoir, voyant l'insuccès de son film, quand même catastrophé, se persuade que c'est lui qui est tellement mauvais acteur qu'il est la faute de l'insuccès du film. Donc, dans les 3 ou 4 jours du début de l'exclusivité, il va être dans la salle de la cabine de projection et il va couper son film constamment et en particulier en enlevant le maximum possible de son personnage. Si bien que le film a été connu pendant très longtemps dans la version mutilée par Renoir lui-même, et ce n'est qu'en 1960 que le film a été reconstitué avec les rushs retrouvés, etc., parce qu'en plus le film avait subi les bombardements pendant la guerre. Donc on avait quand même réussi à restaurer totalement le film. Je dis totalement, c'est pas vrai, il manque toujours 3 minutes. Enfin bon, ça c'est pas dramatique. Et le public, véritablement, n'a connu le film qu'à partir de 1960, tel qu'il était véritablement. Bon, alors ça, je voudrais répondre ça, parce qu'en effet, la question que vous posez, c'est pourquoi Renoir a-t-il voulu faire ce film, puisqu'il n'était pas acteur, il le savait. En même temps, il a joué sur son côté bonhomme, son côté justement, je ne sais pas très bien jouer, mais là on en revient à ce que je disais hier, sur la façon dont Renoir considère l'acteur, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que personnage, et c'est vrai que son personnage, dans cette société, à la fois joue bien et joue mal, parce qu'il se sent quand même un peu exclu de cette société, tout en étant parfaitement intégré apparemment à elle. Et il sentait ce film-là, enfin il le sentait ce rôle, mais il était, en fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il était absolument nécessaire qu'il le joue. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer un autre acteur jouant ce rôle-là, si on veut savoir que, évidemment, c'est Renoir en tant que tel qui est présent sur l'écran, et non pas simplement le personnage d'Octave. Alors, je pense que la réponse est là. Et je répète que Renoir a été pris de panique en voyant l'échec de son film et les hurlements provoqués. Bon, enfin, il faut quand même bien comprendre que les hurlements, quand vous entendez des phrases comme celle de cuisinier, avant j'étais dans la grande famille, je ne sais plus quoi, des ducs, etc. Et là, des métèques, il n'y en a pas. Quand on connaît le climat anti-juif de la société française de l'époque, absolument naturel, on dirait presque, on imagine les réactions que des gens de l'aristocratie française puissent mal manger, ce qui est grave pour la France, alors que des métèques mangent admirablement bien. Et vous avez plein de phrases comme ça dans le film qui ne sont que des provocations, qui ne sont pas des provocations, qui sont simplement des portraits réels d'une époque et d'une société réelle. Donc c'est cela qui a provoqué cette réaction-là, de rejet du film. Et je répète, Renoir, en effet, a cru que c'était son rôle parce qu'il jouait mal. Et alors que je l'ai pu constater, je trouve qu'il joue très bien un personnage qui se sent très mal à l'aise. Oui. Alors, moi je voudrais apporter 2 témoignages qui vont parfaitement dans le sens de ce que vous avez dit. Ça fait un vieux ancien combattant, mais je m'excuse. J'avais 15 ans lorsque j'ai vu ce film en 1942. Grâce à qui? Grâce à un résistant instituteur qui avait été révoqué parce que franc-maçon et qui, dans le village de Saint-Georges-d'Ornain, au nord de Lyon, faisait passer au foyer municipal des films qu'il choisissait. C'était un authentique résistant, il a été arrêté, il a été déporté, heureusement il est revenu. C'était une grande figure ensuite du village. Mais il nous a présenté ce film. J'avais 15 ans. J'étais attiré par la résistance déjà, et puis j'ai compris à travers ça que la résistance, elle passait par la lutte des classes. Ce qui m'a frappé quand j'ai vu ceci, pour moi, ça a éclairé davantage encore mon orientation. Deuxième chose, alors, que je voudrais dire à propos de ça, maintenant c'est l'historien qui parle. Je suis en train de rédiger encore
quelque chose sur cette période. Et je suis tombé très récemment sur un document absolument peu connu finalement, pas tellement exploité par mes collègues historiens, et qui remonte exactement au mois de novembre 1938. Parce qu'effectivement, le film est de 1939, mais l'essentiel de ce qui le dynamise aussi, dans le sens justement de cette apparition de la lutte des classes, ça me semble être justement ce grand événement du 30 novembre 1938 qui a été désastreux et qui a ouvert les yeux à beaucoup et qui en même temps a fait applaudir tout le beau monde que nous avons vu tout à l'heure. Il s'agit effectivement de la répression terrible de la grève de 1938 qui a marqué l'enterrement, véritablement, du Front populaire. Eh bien, j'ai découvert par exemple cette chose, n'est-ce pas, récemment dans les archives, que entre le 5 et le 7 novembre, alors que le congrès de Nantes de la CGT avait pris fin le 31 octobre, dès le 5 et le 7, entre le 5 et le 7, Daladier envoie à tous les préfets et à tous les services judiciaires l'ordre d'une enquête sur les militants communistes ou sympathisants communistes, enfin disons un peu aussi d'orientation révolutionnaire, de la CGT. Il indique, n'est-ce pas, de façon très précise ceci, et en même temps une étude sur leur casier judiciaire. Après le 30 novembre, c'est la répression extrêmement violente. Et c'est à ce moment-là déjà que, j'imagine que Renoir réfléchit sur son film. On va pas, hein, ça surgit pas comme ça. Moi, je crois que ces événements, et particulièrement la dramatique automne 1938 et effectivement ce qui arrive après, fait parfaitement comprendre ce qui anime, à mon avis, ce film et qui est admirable, vous avez très bien dit, et qu'on a vu de façon exaltante, je dirais, y compris dans le film, y compris dans le remarquable commentaire qui en est fait, qui vraiment me donne l'impression de revivre la fois. Ce que j'ai éprouvé personnellement, c'est ce témoignage que je voulais apporter, ce que j'ai retrouvé aussi dans mes recherches, et qui me semble être... Là, je vous interromps un peu, mais c'est vrai que c'est un film qui est très passionnant pour ça, parce que c'est un film qui est hors temps. Il n'a pas de temporalité, ça pourrait se passer... on aurait pu filmer apparemment en 30, en 35 ou en 60 des histoires amoureuses, comédies d'amour, comédies de mœurs. Bon. Il est vrai que, ça vous avez entièrement raison, moi je ne connaissais pas j'avais complètement oublié, donc je ne l'ai pas connu. Enfin, bon. Cette histoire de la grève de 38, mais quand on voit comment Renoir a travaillé, on sait que c'est un sujet qu'il avait déjà en tête depuis un petit bout de temps, qu'il a écrit 4 scénarios différents, que le premier scénario était plus conventionnel, il pensait faire jouer le Jurieu par Gabin et la Marquise par Simone Simon, le couple qu'il avait utilisé dans La Bête humaine. Et à la fois, on n'a pas pu prendre ce couple, il a surtout eu l'intelligence de comprendre, de ce point de vue-là, que c'était un film de groupe et non pas un film avec des stars et des acteurs moins importants. Il fallait que tous les acteurs, sur la notion d'égalité, soient aussi manifestés sur l'écran en prenant des personnages. Il y a 8 personnages qui ont à peu près la même importance, et en plus de revoir allant plus loin, chaque personnage qui apparaît sur l'écran est traité à égalité avec la vedette ou avec l'acteur principal. Je pense très précisément au moment où le jardinier accueille
le marquis, et dans ce coup, son apparition, il a une présence qui donne à n'importe quel figurant du film une vérité et une existence. Bon, ça fait partie aussi d'un point de vue, mais il est vrai que le refus de Gabin et de Simon l'a obligé à, au fond, préciser son projet. Son projet, il le dit lui-même, je le cite, je voulais peindre des sociétés qui dansaient dans le volcan. Bon, reprenons d'ailleurs une expression, je crois que c'est Talleyrand, je sais plus qui l'avait dit à ce moment-là, au moment de la Révolution. C'est un film qui donc est intemporel et qui pourtant peut être daté mois par mois avec les événements. Moi, je n'ai pas fait cette référence-là, mais en tout cas, pour moi, très précis pour ce qu'était un intellectuel de gauche de l'époque, c'est-à-dire la chute de Barcelone, donc le triomphe du franquisme. Ça, c'est capital. Et on sent que, pour ceux qui connaissent un peu la guerre d'Espagne, ce qu'a été la guerre d'Espagne dans la représentation médiatique d'une guerre. C'est-à-dire que pour la première fois, les reporters rentraient dans une guerre et la faisaient connaître au monde. Avant, pendant la guerre de 14, ce n'était pas le cas. Il y a eu des photos, mais ce n'était pas, on ne faisait pas vivre la guerre au jour le jour comme on le fait encore aujourd'hui, de plus en plus dans les informations. Et il a filmé la chasse comme si c'était la guerre d'Espagne. Et le public, même à l'époque, s'en est rendu compte. Ce qui prouve que, bon, bien sûr, il y a eu une association qui s'est faite. Alors, il y a eu cette guerre d'Espagne, il y a eu, donc, comme je le cite aussi, la seconde invasion pour Hitler en Tchécoslovaquie pour libérer les Sudètes, enfin, etc. De nouveau, mobilisation générale. Le plateau se vide parce que les gens partent mobilisés. Donc, arrêt un peu du tournage. Et 15 jours plus tard, les alliés de l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, signent encore une démission totale par rapport aux nazis. Et donc tout le monde revient, et Renoir constate avec stupéfaction que maintenant, ouf, on a la paix, et chacun pense au congé payé. C'est-à-dire, si vous prenez l'idée d'un homme de gauche, profondément de gauche à l'époque, intellectuellement de gauche, qui s'aperçoit que ce Front populaire auquel il a cru totalement, qu'il a eu en effet des acquis sociaux que tout le monde reconnaît, mais que s'apercevoir qu'au fond, ce Front populaire avait une mission avant toute chose, c'était de détruire les forces nazis, fascistes et maintenant franquistes, qui est en train, de toute façon pour la France, de devenir dangereuse, parce que la France était complètement cernée par ces forces. Et c'était la priorité. Il y a eu d'autres, par exemple Paul Mizan, qui était communiste et qui a eu aussi qui s'est révolté contre cette indication des pays libres face à cet entourage, enfin plus que d'extrême, des nazis, etc., qui commençait. Et à ce moment-là, parce que vous ne comprenez pas la tête des domestiques, vous ne comprenez pas que c'est une réaction de Renoir. Oui, le Front populaire, oui, pour les acquis sociaux, oui, les acquis sociaux, finalement, c'est vécu comme quoi? Comme une possibilité pour les prolétaires de rentrer dans le système capitaliste et de profiter de ce système. D'où cette peinture où on voit les domestiques mimer les maîtres, et dans une caricature, qui n'est pas une caricature, qui est un portrait assez violent sur cette sorte de soumission maintenant à l'ordre établi. Par exemple, si vous prenez le mariage Figaro, Figaro est contre le comte. Suzanne n'est pas du tout pour le comte. Alors que ici, l'idée que toute la domesticité a les yeux rivés d'admiration sur les maîtres, à commencer par Lisette, vous l'avez entendu plusieurs fois, parce que je répète plusieurs fois, je ne veux pas, plutôt quitter madame, je préfère plutôt divorcer. Bon, c'est-à-dire en d'autres termes, la maîtresse est beaucoup plus fascinante. Les femmes, le couple marquise-Lisette se regardent, se regardent dans le miroir, et chacune cherche dans l'autre ce que la classe sociale de l'autre peut apporter une femme. Donc ça se joue constamment là-dessus.
De même, attendez, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs, là c'était sur le problème de... Oui, de même Marceau. Marceau, dans cette fameuse phrase, vous avez voulu me relever en faisant de moi un domestique, le mot relever étant quand même un mot d'Ancien Régime. Bon, par exemple, si vous prenez les mots dans le film, quand Jurieu débarque en avion, donc c'est comme s'il avait fait le tournoi pour la dame. Et la dame n'est pas là. Donc je lui déclare qu'elle est déloyale. Le mot déloyal ici, il faut le reprendre dans le sens véritable de la chevalerie. Ce sont les sentiments de la chevalerie qui perdurent à ce moment-là encore et qui sont mythiques, mais qui sont respectés. Comprenons bien que la chevalerie des aviateurs, qui étaient appelés les chevaliers du ciel quand même, à commencer par Guilbert et bien d'autres, et qui avaient constitué une caste aristocratique et chevaleresque, que l'on voit d'ailleurs très bien dans La Grande Illusion, puisque justement ce sont des aviateurs, ce sont des gens qui s'admirent en tant qu'aviateurs, donc qui suppriment les barrières nationalistes, parce qu'on est des aviateurs. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a eu Lindbergh, puisque c'est cité ouvertement, et qu'en France, en 1938, il y a Mermoz. Mermoz, qui est archi le grand chevalier du ciel, le grand etc., lequel Mermoz est quand même extrême droite, et inscrit au PSF, de bonne mémoire. Guilbert a été très défenseur d'Hitler. Pas Guilbert, Lindbergh. Lindbergh était très défenseur d'Hitler. Donc, quand Renoir prend ce personnage de Jurieu et lui donne cette cotation, si on veut, de héros aviateurs, et donc chevalier du ciel, il indique bien que cette société est une société parfaitement intégrée à un point de vue de droite extrême, pas seulement de droite. Ce n'est pas dit du tout dans le film, mais si vous regardez bien, c'est dit constamment. À commencer par la dernière phrase du film, qui est quand même « je vais enchaîner devant pas de classe », et croyez-moi, à notre époque, ça se perd. Quand on parle de classe, ici, c'est à la fois dans tous les sens. Classe sociale, lui au moins, il a la classe sociale, il a aussi la classe dans le sens, justement, élitiste. Donc, les mots dans ce film ne sont pas innocents. Je redis ce que je dis hier. Par ailleurs, je trouve que c'est le plus beau dialogue de toute l'histoire du cinéma, tout pays confondu. Je ne connais pas un dialogue aussi éblouissant, aussi vrai surtout. Parce que ce ne sont pas des mots d'auteur, ce sont des mots de personnages, des vérités des personnages qui sont dites en permanence. Moi, monsieur le Marquis, j'ai pas de vieille mère, c'est comme arrivé dans plein comme ça, qui sont des réjouissants, mais qui ne vous font pas quitter, comme d'autres auteurs, style Janson, ou Audiard par exemple, qui ne font que les mots d'auteur, qui restent en tant que mots d'auteur, mais qui ne sont pas, la plupart des mots d'auteur de ces gens-là, ne sont pas intéressants pour les personnages. Ils sont intéressants en tant que, en effet, ils sont quand même brillants, on ne peut pas leur reprocher, c'est peut-être amusant. Mais ce ne sont pas des mots de véritables personnages. Chez Renoir, il n'y a pas dans le film un mot qui ne soit pas de personnage. Et alors, maintenant, on en revient alors à ce film et à son enfin, je dirais que c'est un film pour moi, un film élégant, frivole, très français, qui est en fait un film de colère, et je vous répète, un film qui est situable mois par mois. C'est extrêmement intéressant de regarder comme ça, parce que bon, c'est là où on voit que c'est un film unique aussi pour Renoir, on ne peut pas faire deux fois un film comme ça, c'est un film qui était assez étonnant. Alors, en 1939, au moment de la guerre, évidemment, le film est interdit par la censure. C'est pour ça que ce que vous dites est très intéressant, parce que vous n'avez pu le voir le film en 1942, le type risqué, hein, parce qu'après tout, c'était un film totalement interdit à l'époque. Le film a été remontré dans sa version mutilée à partir de 46, 47, 48, ça je m'en souviens très bien. Il fait très bien que Champs-Élysées, une nouvelle fois, le public qui voyait le film sortait furieux de la salle, en disant n'allez pas, en faisant aux gens qui venaient à la queue, n'allez pas voir ce film, ça ne veut rien dire, c'est ridicule, etc. Bon,
Il est vrai aussi que commencer une comédie à la XVIIIe siècle pour terminer dans le vaudeville XIXe, toutes ces fenêtres, toutes ces portes qui claquent, etc., ça s'est croisé à la Feydeau, ça décourageait aussi les bonnes volontés qui voulaient rester bien dans la façon française, dans l'unicité du ton. Et là, comme on essaie de vous dire, la multiplicité des styles, des gens et des tons font que c'est un film très déconnant qui peut donner l'impression de confusion et qui doit donner l'impression de confusion, puisque finalement c'est la confusion étant dans l'esprit même des personnages. Ou dans la façon dont cette société se vit. C'est vraiment le triomphe de la confusion. Moi je trouve que c'est un film qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui il est marqué par son époque, c'est 1939, mais il reste d'actualité, en tout cas sur le sens profond, à commencer par sur la notion de l'argent, la notion de la propriété. C'est que ici nous sommes quand même dans un monde de la jeune society de l'époque. Enfin, c'est la jeune société où on est invité, et ça je trouve ça aussi très fort, on est invité, nous spectateurs qui n'avons quand même pas l'habitude de fréquenter les grandes secondes, de pénétrer dans ce monde et d'en connaître les règles sans qu'on nous les expose. Par exemple, je ne sais pas parler de ça, mais il y a d'autres films, tous les centraux, qui vous donnent des règles. Là, vous n'avez aucune règle, simplement elles sont données, il faut les comprendre. Je donne une petite règle comme ça. Madame la Bruyère, Toulouse, donc c'est sûrement industrie lainière, qui est invitée chez le marquis, donc la grande aristocratie de l'époque, et qui arrive avec en voiture, ils ont fait l'île Paris en 3 heures, je ne sais pas combien, bon, un exploit, et qui veut conserver son 3/4 astrakhan dans sa société. Une société qui n'a pas besoin de savoir qu'on a un 3/4 astrakhan, parce que quand on voit la marquise, quand elle s'habille le soir, elle a un manteau de fourrure, je ne sais pas quelle fourrure, mais sûrement une fourrure qui vaut une fortune, et qu'elle porte, et ça je trouve ça des détails sublimes de la part d'un cinéaste, elle le porte comme un imperméable froissé, puisque chaque soir c'est son travail, sa corvée c'est d'aller dans les dîners mondains. Donc le soir, bon, elle se prépare, il faut partir, et son manteau de vison, alors que l'autre arrive et essaye d'exhiber son manteau de vison. Vous avez plein de détails comme ça dans le film qui sont magnifiques, et où en effet, on vous fait comprendre la règle du jeu. Quelquefois, on vous l'indique quand même, mais il y a un mode de vie, et on est invité à pénétrer dans ce mode de vie sans en avoir le mode d'emploi, a priori. Et on peut le comprendre par la suite. Bon, ça fait partie des vertus du film. Là, j'essaie de vous dire des choses qui ne sont pas dans mon truc, comme ça pour changer un peu. Mais ça fait partie des plaisirs que nous offre ce film. Oui. Sur le film, sur le fait que le film soit assez unique, j'ai l'impression qu'il est aussi assez unique chez Renoir lui-même, parce que je repensais à ce que vous disiez hier sur l'absence de la circulation de la culpabilité chez Renoir. Là, ce qui m'a frappé en revoyant le film ce matin, c'est qu'en revanche, la culpabilité est centrale, et il y a un traitement très original de ce circuit fondamental. Tout à fait. Pourquoi? Parce que justement, vous m'obligez à dire ce que j'ai oublié à l'instant. Quand je parlais de la notion de propriété. Cette notion de propriété, donc, comme je vous l'avais dit hier, principe fondamental de la constitution de la société bourgeoise par la Révolution française, donc la propriété est un droit sacré, et qui s'oppose au grand principe liberté, égalité, fraternité. Ce qui est passionnant dans ce film, c'est que le film est fait entièrement sur le mensonge, sur l'occultation. On occulte totalement la propriété, comme si ça n'avait pas d'importance. Comme si l'argent, ça n'avait pas d'importance. Tu veux que je te prête de l'argent? Non, c'est pas ça, c'est important. L'argent est là, mais c'est pas un film sur l'intérêt des gens qui cherchent de façon intéressée du fric. C'est absolument exclu, on n'en est pas là, apparemment. En fait, on en est là constamment, mais ça n'est pas dit. Mais en même temps, les notions de liberté, égalité, fraternité sont aussi archi présentes
parce que cette société a accepté finalement la République. Il ne faut pas oublier que leurs parents refusaient cette République, mais eux l'acceptaient. Mais à ce moment-là, ils en détournent complètement le sens des valeurs. Et ça devient à ce moment-là que des mensonges. La liberté, et en effet tout le film vous donne une impression de liberté, à commencer par son écriture elle-même, mais c'est un mensonge. L'égalité qu'on vous propose, l'égalité entre domestiques, maîtres, etc., enfin, est un mensonge. Tout est fait sur le mensonge. C'est pour ça que le fameux discours d'Octave, disant à une époque où tout le monde ment, les prospectus pharmaceutiques et tout le reste, la radio et tout le reste, les hommes politiques, pourquoi voulez-vous que nous, dans nos propres sentiments, nous ne mentions pas? C'est-à-dire qu'il s'attaquait au mal lui-même. C'est-à-dire que le mensonge, qui est par ailleurs la constitution même de la comédie, vous n'avez pas de comédie, toute comédie est fondée sur le mensonge dans cette comédie. Donc, si elle est fondée sur le mensonge, elle est fondée forcément aussi sur le mensonge social. Là où Renoir va très loin, c'est de montrer que le mensonge, constitué comme un mode de vie, et même comme une règle absolue, une règle du jeu, atteint et corrompt absolument les individus dans leurs sentiments même. Et tout le film n'est que sur le mensonge de sentiments. Moi, je trouve magnifique, moi, je vais reciter là, mais enfin bon, je ne peux pas tout dire. Lorsque la marquise, qui est assez froide, qui reste une petite fille, et adoratrice de papa, et qui, au fond, ne comprend rien aux hommes, n'a pas envie de comprendre quelque chose aux hommes, mais simplement, elle a envie quand même d'être amoureuse, parce que la petite Autrichienne qui débarque à Paris, si on n'a pas de histoire d'amour, on n'est pas parisienne, on n'est pas intégré. Donc, il faut qu'elle ait des histoires d'amour. Mais seulement, elle ne sait pas avec qui. Alors, à la Jurieux, elle est un peu sincère, un peu plus sincère que les autres, donc elle doit jouer. Mais il y a aussi Octave, mais il y a aussi l'autre, le balourd, l'horrible, je ne sais plus comment ça s'appelle, Saint-Aubin. Et donc elle doit jouer à un moment la grande scène d'amour avec Jurieux, le grand moment comme ça, lyrique, romantique. Et à la fin du film, il y a la vérité. La petite Jackie, qui est encore toute jeune, qui, elle, est un peu amoureuse de son Jurieux, on s'effondre un tout petit peu de voir que Jurieux est mort. Et l'admirable formule, quand on voit la violence des formules, Lisette lui dit Mademoiselle Jackie, vous qui avez l'éducation, vous devez masquer vos sentiments. Et la marquise arrive à ce moment-là, Jackie, on te regarde. Pour quelqu'un qui vient de perdre le grand amour, c'est peut-être pas un comportement courant. Hein. C'est une violence extrême. Le mensonge est au cœur même de ce film, mais pas seulement sur la surface, il est vraiment au cœur du personnage. Et tout le monde ment dans le film. Même Marceau ment aussi. L'un des rares qui serait un peu sincère, parce qu'il a la sincérité, lui, de l'homme populaire qui a trimé toute sa vie pour gagner un peu de bien, comme il le dit, c'est Schumacher, et qui maintenant pourrait devenir propriétaire, et qui, s'il est propriétaire, aussi est propriétaire de sa femme, ce qui est logique, enfin c'est logique dans cette conception-là, donc il est celui qui va tuer par propriété, une fois de plus. Et lui mentira un peu moins, sauf qu'il ment quand même sur ses vrais sentiments. Est-ce qu'il aime vraiment ça de sa femme, ou est-ce qu'il veut avoir cette femme qui est par ailleurs assez très aguichante, une fois de plus que le Renoir, très sensuelle, très sexualisée. Qu'est-ce qu'il veut de cette femme? Et en plus, quand on comprend comment dirais-je, le futur qui lui réserverait, c'est-à-dire d'être la femme qui fait les comptes dans la petite entreprise de propriétaire qu'il aurait, ce n'est pas forcément ce dont elle rêve, ce dont elle rêve, c'est la possibilité de vivre dans le grand luxe, sachant qu'elle ne peut le vivre que par procuration, donc aussi par mensonge. Et chacun cherche dans l'autre à vivre par procuration. Bon, alors c'est là aussi la force d'un film comme celui-là, qui, dans la comédie française maintenant, je dirais, théâtre par rapport au théâtre, est certainement l'une des œuvres les plus fortes puisqu'il s'est inspiré de Ménage de Figaro. Il s'est inspiré aussi, au plan des sentiments, de Musset,
Caprice de Marianne. Vous avez Octave, etc. Caprice de Marianne. Ce sont mais surtout, on s'aperçoit que c'est la violence de Molière. C'est aussi violent que Molière. Et à mon avis, c'est à peu près la seule grande comédie française du XXe siècle, si on oublie que les comédies de Guitry sont peut-être un peu moins violentes, mais sont quand même pas mal du tout. Ça reste aussi un grand auteur de comédie. Mais il n'y a pas tellement de très grands auteurs de comédie en France dans le 20e siècle. Il y en a eu peut-être plus avec Feydeau et d'autres, Labiche, au 19e. Bon, enfin, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans cette considération-là. Je n'ai pas d'autres questions, peut-être. Une petite question, je suis totalement novice, c'est la première fois que je vois Renoir justement jouer dans un de ses films. Ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est le parallèle entre le jeu de Michel Simon et le jeu de Jean Renoir. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, et tout à l'heure, au-delà des analyses que vous faites, lorsque vous avez dit qu'aucun autre n'aurait pu prendre ce rôle, est-ce que Michel Simon aurait pu remplacer Renoir dans le rôle de Scapin? Je crois pas. Mais ça, je suis très content de relever ça, car c'est vrai. On s'aperçoit que Renoir est un grand directeur d'acteurs et que la façon dont il dirige Michel Simon, en particulier dans Boutu, se retrouve dans d'autres films de Renoir avec d'autres acteurs, à commencer par lui en tant qu'Octave. Mais par exemple, vous l'avez aussi avec Jean-Louis Barrault, tout à fait différemment dans Les Testaments de Cordelier. Vous l'avez aussi très différemment avec Paul Meurice dans Les Déjeuners sur l'Ève. Il y a un jeu comme ça, qui est le jeu du cinesque, le jeu de l'animalité, qui est extrêmement intéressante et qui, justement dans ce personnage d'Octave, qui est un personnage qui se brime en permanence dans ses sentiments, dans ses désirs, pour rester conventionnel, alors qu'il est quand même, lui, animé d'une animalité. C'est pas pour rien qu'il fait couple avec Marceau, parce que justement, Marceau, c'est aussi celui qui est proche des animaux et qui les comprend. Ce sont deux personnages, d'ailleurs, qui, dans le film, sont un peu faunesques. Là, tout à l'heure, je l'ai montré quand il poursuit, Oscar poursuit Lisette au moment du phono et commence à lui chatouiller comme ça les deux côtés du corps. Et la course est tout à fait faunesque. De la même façon, la même course faunesque va se retrouver avec Marceau poursuivant de nouveau Lisette. Là, il y a, si vous voulez, des citations de Renoir lui-même, à travers des acteurs qui ont joué des personnages différents, mais dont on retrouve nécessairement, je dirais, par la gesticulation, je suis en travail de corps, des tons de gesticulation, dans différents personnages et différents acteurs. Mais en revanche, je crois que Michel Simon, dans ce film, n'aurait pas été bon. Justement, Michel Simon, ça aurait été comme Jean Gabin, trop fort par rapport aux autres. Alors que les autres sont magnifiques en tant que, quand ils sont traités à égalité. Dalou, c'est sublime, Carré, c'est sublime, Boudou, c'est sublime. Ils sont tous magnifiques. Tous magnifiques. C'est un film dont aujourd'hui, c'est ça aussi un des aspects des grands films, on n'arrive plus à imaginer d'autres acteurs pouvant jouer ce film. Alors, si quelqu'un voudrait faire un remake de La Graine du Jeu, c'est, je pense, absolument impensable, mais on est à une époque où l'impensable est possible. Déjà, le film est perdant, parce qu'en aucun cas on peut retrouver les mêmes acteurs. Même un film pour lequel je suis, disons, il y a deux chefs-d'œuvre dits comme tels du cinéma français. Il y a La Règle du Jeu d'un côté, il y a Les Enfants du Paradis de l'autre. Bon, il faut choisir son camp. Si vous voulez La Règle du Jeu, on est Enfants du Paradis. Et même Les Enfants du Paradis, vous ne pouvez quasiment pas changer les acteurs. Ils sont, une fois pour toutes, inscrits dans votre mémoire, leur voix, leur jeu, etc. C'est impossible. Alors, je ne suis pas amusé à parler non plus des Enfants du Paradis. Bon. D'autres questions? Sans développer, puisque ce n'est pas l'objet de la séance, mais quand même on vient de voir deux films,
Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quels étaient les principes de réalisation pour votre série Image par Image? Principe de quoi de réalisation sur les films, d'analyse de films que vous avez fait. Ce sont vous avez fait 3, je crois. Oui, non, il y en a eu 4. Mais ce sont des principes qui étaient un peu chimériques, c'est-à-dire que vous avez pu voir, c'est quand même des tournages qui exigent beaucoup de moyens graphiques, techniques, etc. Et ce sont des films qui coûtent une fortune. Donc aujourd'hui, même dans les bonus des DVD, il est, ou alors à moins que des producteurs acceptent de mettre beaucoup d'argent dans une analyse comme celle-là, c'est impossible. Même celles que je fais aujourd'hui ne peuvent pas atteindre cette qualité-là parce que c'est trop cher, c'est tout. C'est un film, ce petit film que vous avez vu, c'est aujourd'hui de l'ordre de excusez-moi, ça ne sera pas l'euro, mais de 1,2 million, 1,3 million ancien, c'est ça. À peu près, c'est un film qui coûte très très cher. Et vous faites sur quoi aujourd'hui? Ah non, là, j'en fais pour l'éducation nationale, je me suis dit, sur les 400 coups, enfin ça, je ne peux pas faire ça, c'est autre chose, c'est plus simple. Et on peut les acheter? Non, pas l'éducation nationale. Ça, il faut que vous soyez professeur et vous demandez ça au CNDP. Bon, c'est autre chose. Et en dehors des moyens financiers, je veux dire, quels étaient vos principes de départ, vos idées sur la façon d'analyser? Non, le principe de départ, c'était d'essayer c'était le tout premier plan du film. On tire le fil du micro, c'est-à-dire en d'autres termes, on tire le fil de l'intrigue. Puisque la comédie, et la comédie aussi, ici c'est une comédie complète, puisqu'elle est à la fois, je répète, de sentiments, de caractère, de mœurs, et aussi une comédie d'intrigue, comme on le faisait au XVIIIe siècle. Et on vous tire l'intrigue, on vous le montre, hein, on vous tire l'intrigue. Bon. Donc, il fallait essayer, dans le foisonnement fabuleux du jeu d'intrigue du film, de découvrir et de manifester des intrigues, les rapports d'un endroit à un autre endroit, sachant qu'on était quand même très restreint, parce que le film, quand on s'amuse à en faire du plan par plan, ça devient terrible, quoi, parce que ça fait une telle richesse. Mais c'était ça, c'était plutôt un éclaircissement du jeu des intrigues, et de toutes les intrigues, à commencer par aussi la construction de la mise en scène, les personnages et tout le reste. Tout ce qui est... Alors quelquefois, c'est vrai, on revient maintenant par où depuis 15 ans, je ne ferai plus tout à fait la même chose, il y a des choses un peu trop répétitives, etc. On n'est jamais content de ce qu'on a fait. Bon, je sais pas, je crois qu'il y a un moment de départ qui est prévu. Oui, maintenant il y a comme oui, allez-y. Bon, moi c'est simplement une question que je me pose toujours en voyant ce film, et je ne sais pas bien s'il y a une réponse. Je me demande toujours si Renoir a choisi sa mise en scène parce qu'il avait une histoire à raconter, ou s'il a écrit l'histoire parce qu'il avait une mise en scène à faire. Alors je vais répondre de façon très simple, qui est tout simplement historique. Donc il a écrit 4 scénarios pour faire le film. Et quand on écrit des scénarios, en général, on pense quand même à la mise en scène. Alors bon, c'est pas la peine d'être cinéaste. Mais c'est un film qu'il a refait jour par jour, dont il réécrivait les dialogues et les scènes jour par jour. Et il y a dans ce film très construit quelque chose très volontairement travaillé et qui est de l'ordre de l'improvisation. Mais en même temps, ça change ce que l'on fait. Ça, c'est très difficile à expliquer. C'est-à-dire que c'est vrai pour n'importe quel artiste dans n'importe quel domaine. C'est à la fois être très conscient de ce que l'on fait, mais demander à l'inconscient de participer à la création. C'est-à-dire de travailler autant le hasard que la certitude,
que la détermination, etc. Et c'est un exemple extraordinaire, mais en même temps, donc, comme on a essayé de vous le montrer, vous ne pouvez pas empêcher un très grand artiste qui a su depuis le début travailler ce qui est le propre du cinéma, c'est-à-dire la double dramaturgie ou la dramaturgie unique qui est constituée par le conflit entre dramaturgie plastique et dramaturgie théâtrale. Et ici, c'est un exemple fabuleux, comme on a essayé par un moment de vous montrer, comment graphiquement c'est sublime. Et en même temps, comme toujours les très très grands, ça ne se voit pas. Le public n'est pas obligé de dire « Oh mon Dieu, que c'est beau !» « Oh, que l'image est belle !» Pas du tout. Et en même temps, quand on commence à regarder, c'est stupéfiant. Alors ça, c'est un travail. Là, vous posez la question qui... Je ne suis même pas sûr que Renoir pourrait nous répondre. C'est un travail, vraiment, c'est le travail de création. Ça. Et d'autant plus, je répète que à tout moment du film, le film a été fait au jour le jour. Aussi bien sur le plan je dirais, politique, si on veut, sur les réactions, que sur le travail lui-même. Je répète, les acteurs avaient le dialogue le matin, qui quelquefois en changeant de route. C'est ça qu'il faut voir. C'est un film, bon, c'est un film miracle. Pas beaucoup de films comme ça dans les salles de cinéma. Dire que c'est un chef-d'œuvre, moi j'ai pas utilisé le mot chef-d'œuvre, parce que c'est un côté comme ça, dans ce coup, tout le monde est assommé, plus personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit, mais c'est un film stupéfiant. Stupéfiant. Là, il vient de sortir le film de Altman, qui rend hommage à Henri du Jeu, mais qui n'est pas inintéressant, c'est pas ça, mais bon, il ne peut pas nous réaliser, c'est tout. Et il a eu tort, à mon avis, de faire la citation de Renoir de la règle du jeu pour longtemps. Le repas de l'éthique, tout ça, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ça. Bon. Enfin, il y en a quand même. D'autant plus que vous avez passé récemment à Altman. Vous avez pas eu un hommage à Altman récemment? Hein? 6 films. Ah oui, c'est ça, vous avez vu 6 films. Oui, puis c'est vrai que vous en avez pas son commun hier. Bon, ben, je crois qu'on va peut-être arrêter là, parce qu'on me fait signe qu'il faut arrêter.